Regardez bien de près ce visage de Ramsès II, on voit encore ses poils de barbe. Et ses mains, qui sont très fines, ont encore autour des doigts des bandelettes d'il y a 3300 ans. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Il y a près de 50 ans, la France accueillait en grande pompe la momie royale de Ramsès II, infestée par une soixantaine d'insectes et de champignons. Comme d'autres chefs d'État, elle est venue se faire soigner en France. Christian de Tassigny, ingénieur physicien du CEA et cofondateur du laboratoire Arc Nucléaire à Grenoble, a joué un rôle clé dans le sauvetage de la momie, grâce à la mise au point d'un traitement par irradiation aux rayons gamma qui a valu au laboratoire une célébrité internationale. Un demi-siècle plus tard, sa rencontre avec le plus grand des pharaons de l'Égypte antique reste gravée dans sa mémoire, dans ses moindres détails. Bonjour Monsieur de Tassigny, merci d'être avec nous. Alors racontez-nous, que faisiez-vous en 1975, juste avant l'arrivée de Ramsès II à Paris ? En 1975, je travaillais au CENG, Centre d'études nucléaires de Grenoble, qui est devenu par la suite le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, qui est devenu Commissariat aux énergies alternatives. Bref, en 1975, il y avait une activité qui dépendait du service des radioéléments nucléaires et art. C'était un tout jeune projet qui utilisait les moyens d'irradiation gamma dans une cellule d'irradiation qui était une casemate en béton à l'intérieur de laquelle on pouvait faire monter des sources de cobalt-60. Alors le cobalt-60, lui, émettait un rayonnement gamma intense et qui avait plusieurs propriétés. L'une des propriétés était de pouvoir désinfecter, c'est-à-dire désinsectiser ou bien détruire des bactéries ou des moisissures. Et on avait une expérience déjà avec les musées, puisque on avait ainsi pu désinsectiser des réserves de bois infestées de ces insectes, des réserves dans les greniers de certains musées. Et puis même le musée des arts océaniens et africains de Paris nous avait envoyé des totems de plusieurs mètres de long, mais qui avaient été attaqués par des insectes que l'on dit xylophages, c'est-à-dire qui mangent le bois. Ensuite, ce rayonnement gamma, il a aussi d'autres propriétés. Il permet de radiopolymériser. Ça veut dire qu'avec ce rayonnement radio, eh bien, on peut durcir des matières plastiques à l'intérieur de bois, par exemple. C'est ainsi qu'on avait consolidé un certain nombre d'objets du patrimoine local, des statues très abîmées, des objets considérés comme perdus. Alors, l'expérience, la première grande expérience, elle avait eu lieu en 1969. Elle est bien connue des Grenoblois, puisqu'on avait pu ainsi sauver le parquet du musée qui s'appelait le musée Stendhal à l'époque. Au début, c'était la salle des mariages de Grenoble. Le parquet était très abîmé et on a pu l'imprégner de métacrylate de méthyle, c'est-à-dire du plexiglas, de manière à ce qu'il devienne ensuite indélébile. Alors maintenant, c'est la cité internationale, mais les Grenoblois peuvent aller voir ce parquet et 50 ans après, même plus, il est toujours en bon état. Donc les milieux culturels savaient qu'à Grenoble, il existait un laboratoire qui permettait de sauver des objets d'art grâce au rayonnement gamma. Alors en 1976, la momie de Ramsès II arrive à Paris. La presse, à l'époque, dit
le pharaon est arrivé parce qu'il était très malade et c'était pour que les laboratoires français puissent trouver et appliquer des méthodes pour sauver cette momie. Le problème, c'est que cette momie se trouvait au musée du Caire, l'ancien musée égyptien du Caire, de la place Tahrir, mais les momies royales qui se trouvaient dans ce musée étaient dans de très mauvaises conditions. C'est-à-dire que l'été, dans cette salle, sous une verrière, la température pouvait atteindre 50 degrés et la proximité du Nil faisait qu'il y avait beaucoup d'humidité. Et tout cela favorisait le développement de champignons autour et dans les momies. Alors les Égyptiens, les médecins égyptiens et les médecins français avaient vu que les momies se dégradaient. Donc il régnait des odeurs nauséabondes dans cette pièce du musée où se trouvait une soixantaine de momies pharaoniques et de princesses. Et ils ont demandé à la France si des laboratoires pouvaient permettre de sauver ces momies. Il faut parler aussi de Christiane Desroches-Noblecourt qui dirigeait des fouilles dans la vallée des Reines à Thèbes et qui était très présente en Égypte. Elle était aussi conservateur des antiquités égyptiennes au Louvre et avait tiré la sonnette d'alarme aussi. Alors à l'occasion de missions diplomatiques où le président Valéry Giscard d'Estaing était allé voir le président Anwar el-Sadat, il avait été question dans la délégation qu'on puisse envoyer cette momie pharaonique à Paris. C'est ainsi qu'en septembre 1976, elle est arrivée au Musée de l'Homme. Là, le directeur, le doyen Balou, s'est enquis des laboratoires français qui pouvaient permettre de sauver ce pharaon. C'était un contexte culturel, en même temps scientifique, mais aussi diplomatique, puisque le pharaon était venu en France à une condition qu'avait donnée le président Anwar el-Sadat, c'est que le pharaon soit considéré comme un chef d'État. D'où, lorsqu'il est arrivé par avion au Bourget, la caisse dans laquelle se trouvait la momie a été passée en revue devant la garde nationale en grande tenue. Donc, la momie arrive au Musée de l'Homme et tous les responsables des laboratoires de conservation en France sont appelés par le doyen Balou pour proposer une solution. Donc, au cours de cette réunion, il y avait des tenants des méthodes de stérilisation. On a entendu des propositions farfelues, d'autres techniques plus précises et correspondant mieux aux règles de déontologie de la conservation du patrimoine. Et nous, nous avions proposé d'utiliser le rayonnement gamma comme moyen de destruction des moisissures. Alors, il faut rappeler que ce laboratoire nucléaire avait déjà, comme on l'a dit en préambule, une bonne expérience de sauvetage d'objets du patrimoine en général. On avait travaillé avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, en particulier un centre de recherche sur la conservation des documents graphiques qui contiennent du papier, du parchemin, et ce qui avait été vérifié entre le laboratoire nucléaire et puis ce centre de recherche, c'était quelles étaient les doses de rayonnement gamma qui permettaient de détruire ces champignons et de vérifier que ces doses ne détruisaient pas ou n'altéraient pas les constituants des livres et des parchemins. Et ce sont ces données techniques qu'on a présentées au doyen Balou, le directeur du Musée de l'Homme. Mais après discussion, le directeur Lionel Balou nous a demandé
de procéder à un certain nombre de vérifications avant de pouvoir décider qu'on applique ou pas cette méthode de désinfection. Et c'est un programme technique qui a été mis en place et qui consistait à déterminer un certain nombre de constituants d'une momie, les textiles qui entouraient la momie, la peau qui se trouve autour d'une momie, les os, etc., tous les constituants d'une momie. Pas celle de Ramsès II, bien sûr, puisqu'on avait interdiction d'y toucher. Et puis, en parallèle, comme le but de l'opération, c'était de détruire les champignons nauséabonds. Le Muséum d'histoire naturelle de Paris, le laboratoire de cryptogamie, a procédé à des prélèvements sur et sous la momie et pour voir quels étaient les types de champignons. Donc, ce laboratoire a déterminé une 60aine d'espèces, dont certains qui étaient plus virulents que d'autres. Là, on a fait 2 lots. Un premier lot est resté dans le laboratoire et le deuxième lot a été envoyé pour irradiation au laboratoire nucléaire. Et pour irradiation dans les conditions qu'on connaissait déjà. Pour ceux qui connaissent un peu les doses, disons, la dose objectif à atteindre, c'était 18 000 Gray. Alors, ensuite, une fois que les lots ont été irradiés, ils ont été ramenés dans le laboratoire primaire et qui a vérifié que les champignons étaient bien détruits. Alors, ceci, c'était pour les champignons, mais je vous ai dit qu'il y avait aussi d'autres prélèvements qui avaient été faits sur des momies qui étaient du temps de Ramsès. Donc, les prélèvements, c'était tous les constituants, les organes présents dans des momies qui avaient plus de 3000 ans. Des prélèvements qu'on a fait au Musée de l'Homme. De la même manière, il y a plusieurs laboratoires spécialisés qui se sont chargés de faire les prélèvements. Alors, par exemple, le laboratoire d'identité judiciaire de la police de Paris, qui a l'habitude de faire des prélèvements sur des cadavres. Vous avez l'Institut médico-dentaire de Paris aussi. Et les directeurs de tous ces instituts, étant donné l'ampleur diplomatique de ce pharaon, étaient tous présents pour déterminer quelles étaient les analyses à faire. De tout cela, il y avait toujours 2 lots. Un lot qui était gardé par le laboratoire qui avait fait les prélèvements et l'autre lot qui a été envoyé au laboratoire nucléaire à Grenoble. Alors de la même manière, lorsque les lots irradiés sont retournés au laboratoire primaire, donc les études ont été faites pour vérifier si cette dose d'irradiation abîmait ou pas les propriétés de ces échantillons. Pour la peau, eh bien, c'est le laboratoire de recherche et documentographie qui s'en est occupé. Pour les textiles, les bandelettes de lin qui avaient plus de 3000 ans, de la même manière. Alors, au bout de 6 mois d'études, si vous voulez, les résultats ont été envoyés au doyen Balou et tous ces résultats montraient, premièrement, que pour les champignons, ils étaient bien détruits aux doses indiquées et que, deuxièmement, eh bien, il n'y avait pas de dégradation significative, pire que celle que le temps, 3000 ans, avait provoquée sur ces échantillons. Mais une momie, techniquement, on peut la considérer comme un volume. La momie, à l'intérieur d'un emballage, lui-même à l'intérieur d'une caisse, c'est ça qu'on doit irradier. Ça n'est pas un corps simple. Donc on a fait des études pour modéliser cet ensemble de manière à ce qu'on puisse délivrer cette fameuse dose de 18 000 Gray à peu près avec la même valeur dans tout le volume, avec des matériaux de densité différentes. Alors, c'est un physicien informaticien, Michel Broucky, qui faisait partie de notre équipe, qui s'est chargé
de ce travail. Et on a utilisé les ordinateurs du Centre d'études nucléaires de Grenoble pour appliquer les méthodes informatiques qui permettaient de prévoir les doses qui étaient nécessaires pour pouvoir stériliser l'ensemble des constituants de la momie. Alors bon, c'est un travail à l'époque compliqué, puisque le centre de calcul de Grenoble, c'est un bâtiment entier. Aujourd'hui, ça tient, je dirais, dans votre téléphone portable. C'était il y a 50 ans. Donc, on disposait des conditions d'irradiation, des conditions géométriques pour appliquer cette dose d'une façon homogène dans tout le volume de la momie. Mais encore fallait-il le vérifier. Alors pour cela, il fallait trouver d'autres momies et dans leur sarcophage, je dis sarcophage, en réalité les égyptologues disent qu'on a le droit d'utiliser le mot sarcophage uniquement pour les sarcophages en pierre. Donc, on est allé au musée de Grenoble, l'ancien musée de peinture de la place de Verdun, et pour demander au directeur s'il pouvait prêter des momies pour vérifier les conditions du calcul d'irradiation. Il y a eu plusieurs momies qui ont été envoyées dans leur sarcophage. On a disposé ce qu'on appelle des petits moyens de vérification des doses. Ce sont des dosimètres. Ce sont des petites plaques de plastique qui changent de couleur en fonction de la dose reçue d'irradiation. Bien, donc l'opération a été faite et on a vérifié l'exactitude des prévisions du calcul. Ce sont des données qui étaient essentielles pour pouvoir, après ça, proposer l'irradiation au directeur du musée de l'Homme. Alors, la presse, à l'époque, a dit « mais le pharaon était envoyé à Grenoble ». Mais ce n'est pas vrai. Mais ça continue encore. En réalité, il y avait dans le centre d'études nucléaires de Saclay, qui est proche de Paris, les mêmes moyens d'irradiation. Alors, le musée de l'Homme a prêté 2 momies, des momies anciennes, et qui ont été irradiés dans leur sarcophage dans les conditions les mêmes que celles qu'on avait vues à Grenoble. Toutes ces opérations ont duré entre 8 et 9 mois et à la fin mars 1977, le doyen Balou a donné son accord pour lancer cette opération. Mais l'opération ne pouvait toujours pas avoir lieu. Il fallait renvoyer l'ensemble de l'emballage par avion au Caire. Mais l'armée de l'air, qui disposait de transals, ne pouvait pas les utiliser parce que tous les transals étaient occupés par une opération, dont vous vous souvenez peut-être, dans un envoi de para à Kolwezi, en Afrique. Enfin, le top est donné et puis l'irradiation a lieu le 8 ou le 9 mai 1977. La momie était donc dans son sarcophage, le sarcophage lui-même dans une bulle, dans le domaine médical, sont des bulles stériles, si vous voulez. Donc, la momie, le sarcophage, cette enveloppe stérile, après ça, des matières de calage, à l'intérieur et à l'extérieur, et puis le tout dans une vitrine, la future vitrine d'exposition au musée du Caire, et cette vitrine elle-même dans la caisse de transport. Voilà, c'était ça l'emballage pour lequel on avait fait tous les essais préparatoires pour vérifier que les doses étaient bien reçues d'une façon homogène dans la momie et autour. Et bien sûr avec des dosimètres pour pouvoir vérifier, après le retour au musée du Caire, qu'on avait bien atteint les doses préconisées.
Alors l'opération se passe dans la cellule d'irradiation gamma Poséidon du centre d'études nucléaires de Saclay. Elle dure 12 heures. Le Transal, lui, arrive à l'aéroport Héliopolis du Caire le 9 ou 10 mai. Et là, l'arrière du Transal qui s'ouvre, nous étions un peu groggy après une dizaine d'heures de voyage. Et là, une foule immense attendait le retour du pharaon, avec l'ambassadeur de France, les directeurs des affaires culturelles, etc., etc. L'ensemble de la caisse est porté par l'armée égyptienne en grande tenue, et le tout s'en va dans la nuit au musée du Caire. Et là, après plusieurs jours d'attente et de palabres pour savoir dans quelle salle on allait procéder à l'opération de déballage, eh bien, après plusieurs jours, l'opération se fait. L'équipe française avait demandé à ce que ça se passe dans le silence. Et là, eh bien, rien ne s'est passé comme prévu. Il y avait la télévision, il y avait beaucoup de monde qui était autour du chantier, des gens qui marchaient sur les fils électriques, etc. Bon. Et puis, finalement, tout se passe bien. Enfin, apparaît le visage du pharaon avec sa main gauche en l'air. Ça, c'est une autre histoire. Ce visage est impressionnant. Après 3000 ans, il donne une impression de présence qu'on ne peut pas oublier. Alors, par la suite, la momie a eu d'autres avatars, c'est-à-dire qu'on l'a changé de musée. Et aujourd'hui, elle est exposée dans un nouveau musée, pas le grand musée, mais un nouveau musée qui s'appelle le musée des civilisations égyptiennes. Elle repose en sous-sol dans un espace très respectueux des momies. C'est tout en noir, avec des explications succinctes en lettres d'or sur le marbre noir, dans la pénombre. On n'a pas le droit de prendre de photos, les gardiens vous surveillent. Et j'incite ceux qui vont au Caire à aller faire cette visite. Il y a la momie de Ramsès II, celle de son père, Séti Ier, d'autres momies aussi. Et c'est impressionnant, mais regardez bien de près ce visage de Ramsès II. On voit encore ses poils de barbe. Et ses mains, qui sont très fines, ont encore autour des doigts des bandelettes d'il y a 3300 ans. Eh bien, cela nous donne très envie de faire le voyage jusqu'au Caire. Il faut rappeler donc que cette opération a eu un retentissement mondial, que le protocole que vous avez mis au point est toujours d'actualité pour le traitement des œuvres d'art, mais pas seulement. Le laboratoire a traité un mammouth congelé sorti du permafrost en Sibérie. Alors, je crois que vous vouliez nous parler d'une action de mécénat qui vous tient à cœur. Tous les ans, il y a un concours pour pouvoir restaurer des objets qu'on dit du petit patrimoine, des objets très abîmés et qui se trouvent dans les communes de France. Et les communes de France peuvent soumettre à un jury un objet qu'ils souhaiteraient voir restauré. Il y a un prix qui est décerné pour avoir une restauration gratuite. Donc il y a déjà plus d'une soixantaine de communes qui ont pu en bénéficier et ça continue toujours. Ça fait partie du mécénat auquel tout le monde, vous et nous, pouvons participer. Il suffit d'adhérer à l'association pro-nucléaire. Voilà. Alors, pour finir, on va vous demander encore quel est votre belvédère en Isère? La question qu'on pose à tous nos invités. Je suis allé des dizaines ou des centaines de fois au Pic Saint-Michel. Voilà, c'est pas loin de chez moi. C'est ce Vercors qu'on traverse. Et quand on rentre, j'aime bien aller boire un verre de vin chaud à la cabane d'Alière. Ce sont mes petites randonnées. Merci beaucoup Christian de Tassigny, c'est vraiment passionnant. Cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver Belvédère,
le podcast sur isère.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Cet épisode a été réalisé par Véronique Granger avec Annick Berlioz à la prise de son. Le mixage est signé Émilie Vadel, Scadi & Co. La musique est de Denis Morin, Vague Imaginaire. Belvédère. Le podcast du département de l'Isère.